Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui une émission spéciale consacrée au nationalisme archéologique chinois en compagnie de Tsai Wen-Chuen, chercheur à l'Institut de sciences politiques de l'Academia Sinica, qui a présenté le mois dernier une conférence sur ce sujet lors du 5e Congrès mondial des études taïwanaises. La conférence reprenait le contenu d'un article de Tsai Wen-Chuen qui n'a pas encore été publié, mais qui étudie la manière dont le gouvernement chinois utilise l'archéologie à des fins politiques, une tendance qui s'est selon lui renforcée depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping. Tsai Wen-Chuen n'est pas historien, mais s'est intéressé à l'archéologie et aux enjeux politiques qui se cachent derrière cette discipline en Chine, en analysant les pratiques d'un point de vue de la propagande politique et du nationalisme. Il a aussi travaillé sur les Xiaofenrong, ces jeunes nationalistes chinois sur Internet. Il n'est pas non plus le premier à avoir étudié les liens entre archéologie et nationalisme, puisque des archéologues eux-mêmes ont commencé à s'y intéresser dès le XIXe siècle. Dans leur livre intitulé « Nationalisme et archéologie en Europe », publié en 1996, Margarita Diaz-Andreu et Timothy Champion, deux archéologues espagnols et britanniques, affirmaient déjà que l'apparition du nationalisme avait stimulé la création même de l'archéologie comme science et que le nationalisme était profondément inscrit dans le concept même d'archéologie, dans son institutionnalisation et son développement. Tsai Wen-Chuen a commencé par rappeler le positionnement idéologique du gouvernement chinois, pour lequel un des concepts les plus importants est l'unité de la nation chinoise dans sa diversité, ou en chinois Duoyuan Yiti, une unité qui s'accompagne d'une identité commune et d'une continuité dans le temps, avec l'idée selon laquelle cette nation chinoise est la seule civilisation qui a perduré depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Ce concept vise à renforcer la confiance du peuple dans la grandeur de la nation chinoise. Le gouvernement chinois cherche ainsi, en finançant des projets archéologiques politiquement orientés, à prouver que l'histoire de la Chine est bien une histoire vieille de 5000 ans, avec l'idée sous-jacente que l'antériorité témoignerait nécessairement d'une supériorité, mais aussi que le début d'une civilisation en Chine serait la même chose que l'apparition de la nation chinoise, avec un pouvoir et une identité politique qui se seraient prolongés jusqu'à aujourd'hui. Pour cela, Tsai Wen-Chuen est revenu sur le concept de proto-État, ou en chinois Guguo, qui sert à la recherche chinoise pour affirmer que l'histoire de la Chine commencerait avec la dynastie Xia, une dynastie mythologique dont l'existence n'a pour l'instant pas été démontrée. En effet, si les historiens de la Chine ancienne ont fait débuter l'histoire de la Chine avec l'empereur Jaune, un empereur légendaire qui serait l'ancêtre des souverains de la dynastie mythologique des Xia, c'est la dynastie suivante, celle des Shang, vers 1600 à 1046 avant Jésus-Christ, qui est la première à avoir développé un système d'écriture. Le célèbre historien chinois Sima Qian a fait commencer l'histoire chinoise en intégrant des choses qu'il avait entendues d'autres personnes. Mais l'archéologie moderne se base sur 3 piliers, les écrits, les constructions et la métallurgie. Mais on n'a pas trouvé d'écrits datant de cette fameuse dynastie des Xia. Celle dont on peut penser qu'elle a existé est la dynastie des Shang, une période durant laquelle on a retrouvé les os qui servaient à la divination et où il y a des inscriptions. Et cela remonte à il y a environ 3600 ans. Tsai Wen-Chuen précise que la recherche chinoise ne donne pas la même définition du concept de l'État ou de l'histoire que celle utilisée dans la recherche occidentale. Les chercheurs chinois proches des idées du Parti communiste chinois affirment ainsi que l'émergence de l'écriture n'est pas un élément constitutif de l'histoire, car aucune trace d'écriture correspondant à cette dynastie mythologique des Xia n'a pour l'instant été retrouvée. On peut lire sur le site de l'édition des périodiques en sciences sociales de Chine, subordonnée à l'Académie des sciences sociales de Chine, dans un article de 2023, que le proto-État et la chefferie sont les deux principales théories pour l'étude de l'origine de la civilisation chinoise, et que, je cite, « L'objectif des recherches de l'origine de la civilisation chinoise n'est pas seulement de connaître l'histoire réelle, mais aussi de comprendre et de transmettre la culture chinoise. » Ainsi, selon le gouvernement chinois, la période du proto-État en Chine aurait commencé il y a 5800 ans de cela.
Tsai Wan-chuen précise que les os où ont été inscrits les oracles, les Jiagu-wen de la dynastie des Shang, ne mentionnent pas non plus la dynastie Xia et que ce sont seulement des écrits plus tardifs qui affirment son existence. Des historiens chinois se basent sur la découverte d'un site archéologique à Erlitou, daté de 1900 à 1350 avant Jésus-Christ, pour affirmer que la dynastie des Xia a bien existé. Mais Tsai Wan-chuen rappelle qu'il n'y a pas de preuve directe que la culture de Erlitou, qui se trouve dans le Henan aujourd'hui, ait vraiment été la capitale de cette fameuse dynastie des Xia. La plupart des gens ne s'intéressent pas tellement à cette question. Cette rumeur selon laquelle l'histoire chinoise serait vieille de 5000 ans n'est pas nouvelle. Elle était déjà présente à l'époque de la République de Chine. Xi Jinping veut que les sciences, la recherche, produisent des preuves plus solides, rigoureuses pour étayer cette information. Mais en réalité, les Chinois eux-mêmes ne croient pas forcément que l'histoire chinoise remonte à 5000 ans en arrière. Mais Xi Jinping essaie d'utiliser la recherche pour prouver que cette rumeur des 5000 ans d'histoire n'en est pas une, que c'est la réalité. Je pense que oui, d'une certaine manière, cela contribue à renforcer la confiance de la population chinoise. Mais je crois que le but de Xi Jinping est autre et consiste plutôt à construire un récit à présenter à la communauté internationale des chercheurs. Ce projet de recherche, centré sur Erlitou, est connecté avec 4 autres sites, le site de Shimao, celui de Sanxingdui, celui de Taosi et celui de Liangzhou. Liangzhou, dont Xi Jinping avait déclaré dès 2003 qu'il s'agissait d'un lieu sacré prouvant l'histoire des 5000 ans de la civilisation chinoise. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, le Parti communiste chinois a mis l'accent sur la fierté culturelle et sur la manière de renforcer le patriotisme en mobilisant la communauté archéologique, ce afin de renforcer le concept de nation chinoise. Et Xi Jinping accorde une grande importance à l'histoire dans sa ligne idéologique. En 2020, Xi Jinping avait ainsi appelé à coordonner plus d'attention à la recherche archéologique en affirmant que cette dernière, je cite, allait fournir un soutien fort à nos efforts de promotion du meilleur de la culture traditionnelle chinoise et allait augmenter notre confiance dans notre culture. Mais Tsai Wan-chuen rappelle qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle initiative de Xi Jinping et que tous les dirigeants précédents du Parti communiste chinois ont utilisé la recherche historique et l'archéologie à des fins idéologiques et politiques. Ce phénomène a toujours existé en réalité. C'était déjà le cas à l'époque de Mao Zedong ou de Deng Xiaoping. Mais c'est sous Jiang Zemin que l'État a vraiment mobilisé l'Académie chinoise des sciences sociales pour organiser la recherche archéologique, mais aussi en sciences sociales, en géographie, en architecture. Cela a commencé sous Jiang Zemin. Xi Jinping a simplement renforcé cela, notamment en accordant des financements beaucoup plus importants. Cela témoigne de l'importance accordée au rêve chinois de Xi Jinping et à sa politique de grand renouveau de la nation chinoise, qui nécessite de construire une image d'une grande nation chinoise, unie, dotée d'une longue histoire. Tsai Wan-chuen a par exemple rappelé le projet appelé Xia Shangzhou Chronology Project, mené entre 1996 et 2000, un projet multidisciplinaire commandé par le gouvernement pour déterminer avec précision les lieux géographiques et les périodes des dynasties Xia, Shang et Zhou, et dont les résultats ont été beaucoup critiqués lors de leur publication. Un autre grand projet mené par l'État et intitulé Projet pour retracer les origines de la civilisation chinoise a été lancé en 2002 et continue encore aujourd'hui. Le quotidien chinois China Daily a indiqué en mai dernier que le projet en était actuellement à sa 5e phase et impliquait la participation de plus de 500 chercheurs issus de 29 institutions de recherche dans le pays. On peut ainsi lire un article publié le 2 juin 2023 dans le média d'État chinois Global Times, intitulé « Un projet de tracé de la civilisation authentifie une histoire de 5000 ans ». Un article qui indique, je cite, que depuis son lancement, le projet visant à retracer les origines de la civilisation chinoise a produit des résultats significatifs pour restaurer la vérité historique, contrer le scepticisme et présenter de nouvelles preuves à partir des fouilles archéologiques et de la recherche scientifique. En raison de ces enjeux, le domaine de la recherche en Chine est soumis à de fortes pressions et à un contrôle important, notamment à travers les financements. Pour tout ce qui touche à l'histoire, comme c'est le cas de l'archéologie, c'est vraiment très strict. Pour qu'un projet de recherche soit approuvé, il faut que la direction et les hypothèses de la recherche soient conformes aux besoins du PCC.
Pour les sciences naturelles, ce problème est peut-être moins présent. Mais pour ce qui est des sciences humaines et surtout de l'histoire, c'est essentiel. Aujourd'hui, on met l'accent, en Chine, sur le fait que les recherches ne doivent pas promouvoir le nihilisme historique et qu'il faut rester vigilant face aux tentatives de l'Occident d'agresser la Chine à travers l'histoire. Donc oui, dans ce domaine, le contrôle est très fort. Je pense que les archéologues chinois, et notamment ceux qui ont été formés à l'étranger, et il y en a beaucoup, doivent avoir quelque peu le sentiment de mentir et ne doivent pas être contents de la situation. Et ils savent qu'ils racontent des histoires pour le Parti communiste chinois. Mais faire ce genre de recherche apporte beaucoup de bonus, beaucoup d'argent. Il faut donc faire le choix entre être riche ou être pauvre. La question des intérêts financiers entre donc en jeu dans les décisions de recherche. Mais Tsai Wan-chuen estime qu'il ne faut pas pour autant balayer toutes les recherches de tous les archéologues chinois, qui trouvent quand même des choses intéressantes malgré la volonté de propagande du gouvernement. Mais j'ai compris que beaucoup d'archéologues chinois étaient en réalité conscients que ce genre de recherche n'avait en réalité pas grand-chose de scientifique. Car beaucoup de processus ne peuvent pas être écrits de manière claire. Ils n'arrivent pas à expliquer de manière claire comment une certaine tribu de barbares a pu si naturellement devenir la nation chinoise. Quel est ce processus ? C'est très bizarre. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, mais je vous renvoie aux travaux de Tsai Wan-chuen si ce sujet vous intéresse et que vous voulez en apprendre plus sur ces questions. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.